Bonjour à tous, bienvenue dans le débat. On va ouvrir les livres aujourd'hui pour évoquer la littérature politique avec les éditeurs qui sont autour de notre table et un historien. Alors il s'agira certainement plus d'un tour de table que d'un débat, quoique je ne veux pas m'avancer, sait-on jamais. Avec nous, et honneur aux dames, Sophie Rossier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des éditions Favre. Vous avez alors pléthore de livres politiques. On va citer parmi d'autres le fameux livre, on en parle beaucoup ces derniers temps, L'impôt heureux d'un certain Pascal Broulis, le livre de Roger Nordman, de Micheline Calmiret ou encore Pierre-Yves Maillard avec Thierry Meyer. Avec nous également Michel Moret. Bonjour. Bonjour. Des éditions de l'Air, on citera Didier Bourcalter, le livre qu'il a sorti au lendemain finalement de son départ du Conseil fédéral, ou encore, on le connaît bien dans la région, Olivier Feller, Jean Batou, qu'on pourrait également citer. Avec nous également, je vous le disais, un historien, on le connaît, il est un habitué de ce plateau, c'est, et d'autres d'ailleurs, Olivier Meuvely. Bonjour. Bonjour. Historien, auteur de nombreux ouvrages liés à la politique, à l'histoire de la politique, des thèses universitaires également. Et enfin, pour terminer ce tour de table avec nous, Jean-Claude Piguet. Bonjour à Bonjour. vous. Des éditions de Mon Village. Là, le dernier livre de Pascal Broulis, c'est Fragile pouvoir, c'est publié chez vous. On peut citer encore Le Petit Broulis illustré ou un livre écrit par un politicien, mais ce n'est pas du tout de la politique, c'est Julien Sansonance, qui est, en l'occurrence, qui fait de la poésie. Et du coup, je vais rebondir sur ce premier élément. Est-ce qu'un politicien, Sophie Rossier, est forcément un bon écrivain ? Alors, c'est difficile de généraliser, mais je pense qu'un politicien, en tout cas, manie le verbe, a l'habitude de faire des phrases qui cherchent à convaincre. Donc, il doit faire l'effort d'un nouveau registre quand il écrit, mais c'est quelqu'un qui sait faire passer un message. Donc forcément, il a une certaine aisance. Et peut-être que justement, dans le cadre de son agenda de campagne ou des points presse, quand les circonstances l'obligent à être concis, il n'a pas l'occasion de tout dire et il a certainement envie de le faire dans le cadre d'un livre. Donc certainement que la motivation, la matière et puis l'aisance font généralement des politiciens de bons auteurs. Oui. Jean-Claude Piguet, alors c'est évidemment difficile à dire, quoi qu'il y ait des éléments principaux qui font d'un livre que c'est un bon livre, mais un livre politique, qu'est-ce qui fait qu'un livre politique est un bon livre, au-delà de l'aspect, on va dire, purement technique de l'écriture ? Un livre politique n'est pas forcément un pamphlet ou un manifeste, ça peut être un roman, ça peut être un récit. Ça dépend s'il peut avoir ou s'il a un impact politique ou sociétal. On revient sur le message. Oui, c'est ça, c'est l'essentiel. Nous avons publié un livre d'un auteur français, proche d'ici, qui est Loïc Quintin, qui est un militant écologiste, qui a fait un livre qui s'appelle Spermicide, un titre un peu révulsif, mais qui en fait est sous forme de roman, dénonce l'utilisation excessive des pesticides et tous les adjuvants chimiques dans les champs. Donc ça pose une question sociétale. Donc à ce titre-là, c'est un livre qu'on peut considérer comme politique. Oui. Et a priori, Olivier Meuvely, les livres politiques en Suisse romande, ça reste vraiment un secteur de niche. Oui, assurément, mais c'est vrai qu'il y en a pas mal depuis quelque temps. C'est un effet de mode. Ou bien peut-être la volonté de se distinguer des autres, notamment en essayant de synthétiser sa pensée sur un ouvrage, qui est toujours un exercice extrêmement redoutable. Mais il y a eu des précédents. L'exercice des mémoires est le grand classique des hommes ou des femmes politiques dès qu'elles sont arrivées au pouvoir. Mais en Suisse romande, il y a eu un cas, c'était Pierre Grabert, l'ancien conseiller fédéral, qui a écrit des mémoires. Mais à son époque, c'était assez rare. Le seul qui écrivait, et là, il y a des distinctions entre auteur, écrivain. C'est des nuances importantes. C'est vrai que la notion d'écrivain n'est pas très forte chez nous. On est plutôt germanique à ce niveau-là. Il y a des gens qui écrivent des livres, qui écrivent leurs témoignages, ou bien leur volonté politique, leur message. Mais être écrivain, c'est encore autre chose. Le seul qui était à cheval entre ces deux catégories, c'était Georges-André Chevalat, comme historien. Un historien, bien sûr, ce n'est pas un poète, il n'invente pas les histoires qu'il écrit, mais dans la façon de transmettre un message, on est à mi-chemin. La France, en revanche, est un pays qui se distingue, on y reviendra sans doute, où là, alors, la notion de politicien et d'écrivain a souvent, et ça revient maintenant, avec Macron notamment, à se confondre avec... l'écrivain se confond avec l'homme politique. Et parfois, effectivement, des best-sellers de livres politiques en France. Michel Moret, quand vous avez devant vous un manuscrit d'un politicien et qu'il n'est pas bon, vous lui dites quoi ?
Eh bien, on refuse, comme c'est arrivé avec Qui que ce soit. M. Freisinger et d'autres, oui, bien sûr. Mais 9 fois sur 10, les manuscrits d'hommes politiques, ils sont souvent sollicités quand même, presque toujours, 9 fois sur 10 en tout cas, parce que l'homme politique est un homme surchargé, il y a peu de temps pour écrire, et en Suisse, ils sont soucieux d'écrire leurs livres eux-mêmes, ce qui n'est peut-être pas le cas de l'autre côté du Jura. Et ça se sent, mais malgré tout, je trouve qu'il y a une certaine qualité d'écriture. Je me souviens, dans les années 85, j'avais demandé à un journaliste de la TV romande, Éric Lehmann, de faire un livre parti pris en demandant à une vingtaine de parlementaires nationaux pourquoi ils avaient adhéré à tel ou tel parti. Parce que moi, j'ai toujours été un peu intrigué par le fait que certains ont un point de vue comme ça indécrottable. Ce qui veut dire que je suis à l'aise avec le point de vue de Macron en ce moment, avec cette sensibilité-là, mais il y a des gens chez qui c'est presque des djihadistes, des intégristes, ils n'arrivent pas à donner raison à un interlocuteur d'un autre parti. Ça m'a toujours rendu malade, en fait. En tout cas, vous n'avez pas peur des mots forts et des sens qui se cachent derrière. J'aimerais juste revenir sur l'exemple que vous donniez sur Freisinger. Vous avez refusé, a priori, c'est ce que vous nous disiez, de le publier. Pourtant, d'un point de vue, on va dire, purement marketing ou business, c'était peut-être prometteur. Non, mais sur le plan moral, c'était insupportable. C'est ça qui a décidé, un récit qui a fait votre choix. d'un homme noir qui chaque jour s'enlève un bout de peau, etc., pour être le plus blanc que lui, etc. Bon, c'était assez triste, en fait. Donc là, c'est des raisons morales qui vous ont guidé sur ce choix. Oui, la bassesse de la pensée. Et au niveau du tirage, Sophie Rossier, à partir de combien d'exemplaires vendus, je parle des livres politiques, est-ce qu'on considère que c'est un succès ? Question difficile. C'est difficile, oui, parce que en tant qu'éditeur, le but c'est de promouvoir le débat et, comme disait M. Moret, aussi d'éviter ces espèces de clivages définitifs, de faire passer des idées au-delà, parfois, des préjugés ou des clans ou des partis, et se dire qu'il y a des mouvements de société ou des pensées qui méritent d'être défendues, quelle que soit notre couleur politique. Est-ce que ça veut dire pour autant, pardonnez-moi, que vous êtes prête à publier à perte ? Oui, je pense que ça fait partie aussi du métier d'éditeur, de prendre des risques, de prolonger le débat sans forcément avoir en tête une rentabilité essentielle ou une marge à atteindre. Donc, alors maintenant, d'un point de vue purement économique, c'est vrai qu'il faut vendre 1 millier de livres pour que ça soit intéressant. Mais après, tout dépend aussi de l'investissement en temps et en tirage que vous avez fait. Si vous restez modeste au niveau de votre calcul, on a assez de rentabilité qui est plus facilement atteint. Et puis encore une fois, ce n'est pas toujours la préoccupation essentielle dans l'édition d'un livre politique. Et justement, sur ces éléments-là de la Suisse romande par rapport à la France, M. Moret nous disait tout à l'heure que ce qui différencie peut-être Jean-Claude Piguet et la Suisse de la France, c'est que ici, a priori, c'est les politiciens eux-mêmes qui rédigent leurs textes. Est-ce que ça veut dire par là que ça se ressent ? Que cela se ressent de quel point de vue Dans le sens où peut-être qu'en comparaison à un ouvrage d'un politicien français qui aurait peut-être eu une aide, il y a peut-être moins de recherche stylistique, purement littéraire dans les ouvrages suisses. Moi, j'ai de la peine à répondre à cette question. Tout ce que je sais, c'est que les livres que nous avons publiés sont un travail d'équipe qui est réalisé essentiellement par l'auteur, en l'occurrence le conseiller d'État Pascal Broulis, que la qualité est là, la sincérité est là, il y a un souci de faire passer un message de manière attractive. L'auteur suit très précisément la confection entière de son livre, des illustrations, la mise en page. Il y a un travail qui est très élaboré quand il nous est remis. Donc là, il y a un gage de qualité. Mais la différence essentielle entre la France et la Suisse, ça tient à l'importance du marché. En France, un politicien, il est connu au niveau national, voire au-delà, donc c'est 50-60 millions d'acheteurs potentiels. La Suisse vit sous un système
un système fédéraliste, où les cantons sont primordiaux, et on a de la peine à avoir des politiciens dont on peut vendre les livres au-delà des frontières cantonales. Et ce sont des marchés extrêmement restreints. Donc on doit tenir compte de ce fait-là. Nous avons eu la chance de publier 2 livres de Pascal Broulis, qui est un des hommes politiques cantonaux les plus connus, et dont on sait qu'il s'engage très fortement lorsqu'il publie un ouvrage. Donc là, nous avions, je ne dirais pas des garanties, mais le sentiment qu'on pouvait arriver à un taux de rentabilité correct. Donc c'est quand même plusieurs milliers d'exemplaires qui sont publiés. Mais parce qu'on connaît le travail de l'auteur, qui ne se contente pas d'écrire, mais qui après s'engage sur le terrain pour faire connaître son livre, qui dispose d'un réseau extrêmement large. Et ça, pour l'éditeur, c'est quand même une garantie, pas une garantie, mais quand même un petit seuil de sécurité. Vous savez qu'il va s'investir pour son livre, justement. Olivier Meuvely, on l'a bien compris, hein, la grande différence peut-être entre la France et la Suisse romande, c'est qu'en France, au vu du marché, le livre d'un politicien, c'est finalement un élément de campagne qui peut parfois être très important. On le voit très peu ici en Suisse. Oui, c'est tous... Là, en Suisse, on a cette culture quand même germanique, quand même, qui est le politicien est un homme pragmatique, qui est là pour gouverner, pour agir, de mener des politiques publiques. Il n'est pas là pour disserter. Et c'est vrai que Madame avait raison, dans le sens que le politicien, en principe, et la politique, c'est le verbe, c'est le mot. Mais en Suisse, en particulier, c'est le mot certes, mais le mot à condition qu'il soit mis en action le plus immédiatement possible, le plus concrètement possible dans la politique. La France, au contraire, indépendamment de savoir si c'est eux ou non qui écrivent leurs textes, il y a une culture du verbe qui est différente. Et c'est vrai que, c'est pas que je fais cette notion avec écrivain, où malgré tout, il y a un Mitterrand est un vrai écrivain. Qu'on aime ou non le personnage, c'est un homme politique, mais aussi un écrivain. Même Giscard s'est essayé au style d'écrivain de roman, bon, avec les moins d'ampleur que son contradicteur, mais De Gaulle parvient aussi à être écrivain. Et les pays anglo-saxons, à part à Churchill peut-être, bon, je connais moins cette région-là, mais l'Allemagne, c'est typique. Aussi, il y a énormément de livres politiques, de livres écrits, Kohl, mais c'est surtout l'aspect mémoire qui est important, l'aspect, en effet, combat, Merkel, là aussi, mais je ne suis pas sûr qu'elle ait écrit une ligne de son bouquin, mais peu importe, c'est vraiment l'outil pour l'action. Alors qu'en France, il y a cette double détente, si on veut, avec Bérou et Ségal, eux qui avaient choisi la voie de l'histoire, ou Villepin également. Eux, c'est pas le roman, c'est l'épopée d'un homme politique qui est un modèle pour eux, qu'ils ont voulu mettre en scène à travers la plume. Je pense que Villepin a écrit lui-même son livre. Seguin, c'est plus douteux. Bérou, lui, il a assuré que c'était bel et bien lui qui avait écrit. Alors, à vous entendre, on a quand même le sentiment, Sophie Rossier, qu'on ne peut pas catégoriser les livres politiques comme étant un genre. Il y a autant de livres politiques que de politiciens. Oui, alors après, ça dépend aussi ce qui a été convenu, ce qui a été imaginé dès le départ. Nous, par exemple, quand on a publié Pierre-Yves Maillard et Thierry Meyer, c'est un livre d'entretien. L'idée, c'était d'aller un peu plus loin que l'interview journalistique qui est limitée par la place et puis par le timing et peut-être par un propos particulier parce qu'on est dans une thématique actuelle et on ne peut pas tellement en déborder. Mais effectivement, il peut y avoir des livres, comme on disait, pas forcément des manifestes, mais une épopée ou un récit avec une consonance politique, parce qu'il y a un message, il y a un aspect militant qui ressort. Non, je pense que les formes sont différentes et variées, et tant mieux. C'est ça qui fait aussi leur attrait, qui fait que le genre est sans cesse renouvelé et pas routinier. J'imagine que les politiciens qui souhaitent être publiés vont d'abord discuter avec vous plutôt que de venir avec un manuscrit. Alors, parfois, ils ont déjà une idée assez précise. Ils ont commencé, ou en tout cas un synopsis, une forme de chemin de fer de ce qu'ils ont envie de dire. Mais souvent, c'est des gens qui ont l'habitude de foncer, d'y aller, de s'impliquer. Donc c'est rare qu'ils viennent nous demander toutes les clés. Au contraire, ils ont souvent plutôt
bien réfléchi à la question et bien avancé. Et comme disait M. Piguet, souvent ils s'impliquent aussi, ils mobilisent leur réseau parce que voilà, c'est pas juste qu'ils s'essayent à l'écriture, c'est qu'ils ont vraiment une idée de message à transmettre et peut-être bien que pour la forme ils seront en demande d'aide et de conseils, mais ils ont déjà commencé à coucher quelque chose sur le papier et puis c'est plus après du travail d'accompagnement et de réécriture ou de toilettage, voilà, mais généralement la base y est. Bon, à comprendre ce que dit Mme Rossier, Michel Morès, c'est les politiciens, ils arrivent, c'est à prendre ou à laisser. Si vous n'en voulez pas, peut-être qu'un autre éditeur voudra le publier avec moins de changements que vous seriez amené à souhaiter. C'est possible. Mais c'est vrai, comme disait monsieur tout à l'heure, en Suisse, on a tendance à agir et à écrire après pour justifier nos actes. Comme ça. Et en France, on écrit d'abord, puis les actes viennent parfois après. Oui. Voilà. Ça, c'est aussi un élément. Alors, je vous vois sourire, Olivier Meuvely. Oui, non, c'est bel et bien ce problème. C'est que les pays anglo-saxons, comme je disais, l'Allemagne et la Suisse, ont ce côté presque de missionnaire, presque du politicien. Il est là pour travailler pour le bien du peuple. Et puis, ses pensées philosophiques, eh bien, bon, ça peut orienter plus ou moins son action, et puis on votera en conséquence. Et en effet, le français, politiquement, a un rapport au verbe, comme on disait, qui est assez très différent, d'où cette notion, cette distinction entre écrivain et auteur, oui, ou bien purement politicien qui veut à tout prix justifier son action, oui, ou bien poser un message sur le papier pour l'histoire en espérant, parce qu'il espère plutôt qu'il pourra y entrer. Alors justement, vous savez ce qu'on dit, hein, les paroles s'envolent, les écrits restent, il y a cet élément de postérité qui est quand même, évidemment, j'imagine, quand un politicien écrit un livre, c'est qu'il souhaite, comme l'évoque à l'instant Olivier Meuvely, que ça puisse rester un petit moment, en tout cas que ça puisse marquer, alors peut-être pas l'histoire, mais en tout cas les esprits selon l'envergure. Est-ce que c'est le cas, Jean-Claude Piguet, cet élément-là, qui joue aussi un peu avec l'ego, forcément? Alors, cela joue avec l'ego. Chez Pascal Broulis, nous avons sorti 2 livres, le 3e a été fait par les éditions Favre. Il faut être clair, ces 3 livres ont été réalisés et conçus quelques mois avant une échéance électorale importante. Le premier livre, Le Petit Broulis illustré, visait la première campagne pour le Conseil d'État vaudois, et Pascal Broulis voulait se faire connaître des citoyens vaudois, des jeunes en particulier, en présentant sous une forme très attrayante une vision politique. L'impôt heureux, c'était la même chose. Il est ministre des Finances, il veut réconcilier la population avec l'impôt, et puis il raconte une série d'anecdotes sur l'impôt sans s'engager lui-même. Il n'engage qu'une vision historico-politique de ce qu'est l'impôt afin de le rendre le moins malheureux possible. Oui. Après, le résultat des courses, c'est autre chose. Puis Fragile Pouvoir relève du même esprit. Le conseiller d'État a déjà connu quelques années comme conseiller d'État et comme président du gouvernement vaudois. Et puis, il veut un petit peu vous donner une leçon sur ce qu'est la notion de pouvoir. Et puis là, au nouveau, réconcilier les jeunes avec la politique en la rendant la plus attractive possible. Donc, ce n'est pas un programme politique qu'il donne, c'est une philosophie. Et puis, c'est se rappeler au bon souvenir des citoyens et lecteurs. Et on arrive déjà au terme de l'émission. Peut-être un élément avec vous, Olivier Meuvely. Puis après, je ferai un tour de table pour vous demander votre livre de chevet actuellement. Ça, je vous laisse y réfléchir pendant quelques instants. Olivier Meuvely, au niveau des livres politiques, si on prend de la hauteur au niveau historique, il y a des livres qui ont marqué, alors pas que des générations, mais qui ont marqué au quotidien des millions et des millions de personnes, qui sont devenus des doctrines. On peut en citer quelques-uns. De politiciens ? De livres de politiciens ou de livres politiques, effectivement, qui ont été au cœur ou à la base d'un mouvement, d'un courant de pensée. Oui, je pense à Churchill ou à De Gaulle. Mais c'est vrai qu'ils ont ils ont écrit après coup. Ouais. Mais malgré tout, Marx, ça reste. Par exemple. Oui, mais il n'y a pas été homme politique. Oui. Alors ça, c'est encore autre chose. Oui. Les écrits de penseurs qui ont alors débouché sur de grands courants politiques, c'est encore un autre domaine que volontairement je n'ai pas abordé tout à l'heure, parce qu'aussi les essais politiques, et là il y en a une foison, moi-même je m'adonne un peu modestement à cet exercice. Mais alors là, évidemment, les livres qui ont marqué des œuvres, il y en a énormément, mais également alors des hommes d'État en action qui posent leurs livres, c'est Mao, alors à la limite est un auteur politique aussi, comme...
tyran de la Chine, eh bien, il a posé la doctrine qu'il fallait suivre. Alors là, Telduo, c'est un rayon une strate de plus dans les types d'ouvrages qu'on peut taxer de politique. Et voilà, ce sera presque le mot de la fin. Petit tour de table, alors pas forcément des livres politiques, hein, messieurs, madame, juste on en profite de vous avoir autour de ce plateau. Qu'est-ce que vous êtes en train de lire aujourd'hui ou qui vous a marqué ces derniers temps et que vous souhaiteriez partager avec nous, Jean-Claude Piguet? Ce n'est pas un livre politique. Moi, j'ai fait Sciences Po, j'ai été autant député au Gros Conseil. La politique, j'en ai jusque-là. Je connais et je lis essentiellement des manuscrits comme éditeur. Et le dernier manuscrit que j'ai lu et que je vous souhaite découvrir bientôt, ça s'appelle Marie sur l'autre rive. C'est un roman extraordinaire, allégorique, et poétique et merveilleux d'un monsieur Ruffieux. À venir chez nous. C'est noté. Olivier Meuvely. C'est une histoire de la Chine au 19 et 20e siècle. Il a un titre? Écoutez, je peux me donner ça m'échappe. C'est les révolutions chinoises, voilà. Je croyais que c'était voulu que vous ne donniez pas le titre. Ah non, du tout. Pardonnez-moi. C'est une réédition. Mais j'ai toujours plusieurs livres parallèles. Michel Moret. Évidemment, on lit des manuscrits. On vient de sortir une collection qui s'appelle Les Grands Matins, qui est un clin d'œil au Grand Soir, avec des auteurs d'ici, comme Pascal Hollenweg. Mais autrement, pour ma lecture personnelle, moi, je suis un peu 18e. J'aime bien, je sais pas, le contrat social de Jean-Jacques Rousseau, quelque chose qui a une origine, qui a laissé, disons, une grande postérité, ou les écrits de Denis de Rougemont. C'est pour ça que je m'inscris comme éditeur citoyen, en ce sens que, entre la littérature et le politique, il y a toute une catégorie de gens comme Montesquieu, Rousseau, Denis de Rougemont, qui sont tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, mais qui sont très riches au niveau de la pensée. Alors, on revient sur le fait que rien n'est blanc, rien n'est noir. On ne peut pas catégoriser évidemment ces différents éléments. Et on termine avec Sophie Rossi, votre livre qui dernièrement vous a marqué. Alors moi, j'ai toujours plusieurs livres commencés, et en plus des manuscrits pour les éditions Fabre. Forcément. Oui. Mais j'aime bien avoir un livre en français, un livre en anglais, éventuellement même un livre en allemand. J'aime bien avoir plusieurs livres, romans, policiers, etc. Et là, en ce moment, j'ai notamment, pour rebondir sur le débat politique, le livre de Mac Duguin, Ils vont tuer Robert Kennedy, que je trouve ça très intéressant, qui est à la frontière entre le roman et le livre historique. Et c'est ce que j'aime beaucoup. J'ai une formation d'historienne et j'aime bien me distraire en m'instruisant encore. Voilà. Madame, messieurs, merci beaucoup pour votre présence et ce sujet passionnant. Un clin d'œil à Rodolphe Henner qui a organisé ce débat. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débat, une nouvelle thématique, a priori d'actualité. Je ne vous en dis pas plus. Bonne suite de programmes sur Nyon Région Télévision et à tout bientôt.